Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons lutte avec Luciani. Alors, Monsieur McMahon. Monsieur McMahon, ladies and gentlemen. Là, je vais commencer avec pour vous dire, aujourd'hui on va parler de les épisodes 1, 2, 3 de Mr. McMahon qui est sorti sur Netflix. Puis, si j'ai le temps à la fin, un petit update sur Mick Foley puis sur Joe Henry. Euh, donc, il y a peut-être des spoilers dans cette émission-là. En même temps, vous allez voir, si vous m'écoutez, il n'y a pas tant de spoilers que ça non plus. Si vous écoutez, si vous voulez comprendre, musique d'intro. Jack Madaloyer était fringant, la Mario, elle était belle. Et Jack Madaloyer était fringant, tchac. Bienvenue encore à l'émission. On parle aujourd'hui, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Donc, mise en contexte, on parle de lutte avec Luciani Libre. Moi, je suis retourné à l'univers de la lutte il n'y a pas trop longtemps en tant que fan. Et puis, c'est drôle parce que j'avais des souvenirs qui étaient pas fidèles à la réalité. Puis, quand j'ai écouté le documentaire hier, les 3 premières parties, il y a certains éléments qui m'ont frappé parce que j'étais comme, hey, c'est pas comme ça que je m'en souvenais. Puis avec des faits, là, des faits, pas juste des trucs genre comme sujet interprétation, mettons. Donc, on va parler de Hulk Hogan de WrestleMania 1. On va parler de la beef entre la WCW et la WWF. Parler de la Montreal Screwjob avec Bret Hart. Un petit peu des stéroïdes, le scandale des stéroïdes. Puis, comme j'ai dit, on va finir avec Mick Foley et Joe Henry, si le temps nous le permet. Donc, on y va, on commence, on se lance. Je savais que Hulk Hogan était big. Je l'ai vu se battre quand j'étais jeune. Puis, je pense que je réalisais pas à quel point il était big. La WWF puis Mr. McMahon essayaient de faire de la WWF à l'époque le produit d'entertainment par excellence. Et pour faire ça, ben, ils ont essayé plusieurs formules. Puis en essayant plusieurs formules, ils voyaient qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Mais somme toute, il y avait quand même un plan d'affaires, puis il y avait des idées qui étaient innovatrices, puis dans le documentaire, on apprend que quand que McMahon père est décédé, ça a laissé plus de place à McMahon fils de mettre en place toutes ces idées puis de toutes les essayer. Puis moi, je commenterai pas. Puis comme le documentaire ne commente pas tant que ça non plus les allégations d'agressions sexuelles qui ont eu lieu dans le monde de la WWF et surtout à part de Mr. McMahon. Euh, C'était en 2023, quand McMahon a fait un versement de 13 millions de dollars pour du hush money, là, pour dire aux personnes qui refusaient de se taire. Moi, dans mon livre à moi, c'est une admission de culpabilité. Tu le diras comme tu voudras, tu sais. Fait que, moi, c'est mon opinion par rapport à ça. Mais là, on va parler plutôt de la WWF, qui est devenue la WWF dans son ensemble, de son histoire. Puis on va aussi en même temps voir à quel point McMahon était non seulement dédié à sa compagnie, mais il était vraiment un entertainer extraordinaire. OK? Fait que un n'empêche pas l'autre, hein. Tu peux être une poubelle, mais être un entertainer puis un visionnaire aussi. En tout cas, les critiques disent que le documentaire, dans le fond, c'est plus un documentaire sur la WWF que ça intéresse sur Vince McMahon. Puis moi, je suis d'accord avec ces critiques-là parce que, en tout cas, après les 3 premiers épisodes, parce que on parle beaucoup plus des événements importants de la WWF que de la vie de McMahon. Puis effectivement, on a McMahon qui est interviewé par rapport à ces événements-là marquants de la WWF. Mais c'est pas vraiment, ça tourne pas autour de lui tant que ça, en tout cas pour les 3 premiers épisodes. Mais néanmoins, moi, ça me faisait plaisir pareil de me replonger dans tout ce qui était événement important, puis histoire, développement.
étant donné que il y a certains événements qui étaient très flous dans ma mémoire, dont WrestleMania 1. WrestleMania, le premier, quand ils l'ont fait, ils se sont dit, tu sais quoi, on va créer un événement annuel qui va être comme un peu le Super Bowl, qui va être un peu comme les World Series de baseball, qui va être un peu comme euh, ces gros événements annuels. Mais là, ça va être pour la lutte. Fait que lui, il y avait cette vision-là. Puis là, il s'est dit, McMahon, pour que ça marche, j'ai besoin d'avoir mes têtes d'affiche. J'ai besoin d'avoir Hulk Hogan. Puis à l'époque, c'était Andre the Giant qui était l'autre grosse tête d'affiche. Il a fallu qu'il convainque Andre the Giant de venir se battre, d'accepter ce combat-là contre Hulk Hogan. Et éventuellement d'accepter que Hulk Hogan le remporte le combat. Parce qu'on voulait miser vraiment tout sur Hulk Hogan. Le dépeindre vraiment comme un héros américain. Puis vous connaissez l'histoire, donc vous allez savoir que ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais ça c'est hot. Puis je trouve que la personne qui est interviewée dans le documentaire qui apporte jusqu'à présent le plus de valeur de divertissement, c'est probablement Hulk Hogan lui-même. Euh, Écoute, il était plus grand que nature, le Hulk Hogan. C'est incroyable. Là. Moi, je sais qu'il était la figure de proue de la WWF, mais en regardant les images d'archives, le gars, il était bon dans son draft. Le gars, écoute, moi, j'aurais pas de misère à dire le meilleur lutteur de tous les temps, là, tu sais. Il est tellement convaincant, puis on le voit un peu dans le documentaire aller sur des talk shows à l'époque, tout ça. Puis à l'époque, les gens essayaient vraiment de défendre l'aspect que c'est pas fake, la lutte. C'est prédéterminé. C'est prédéterminé, mais c'est pas fake. Puis à ce moment-là, il a dit à peut-être, je me souviens pas quel animateur de talk show, mais il a dit, veux-tu nous faire une prise? Puis il a dit oui. Puis là, Hulk Hogan, il fait une prise, puis c'est comme un show cool, là. Puis l'animateur, dans le fond, tombe en évanoui parce que Hogan, il fait un vrai show cool, là. Euh, Probablement similaire à ce qu'il fait dans ses vrais matchs, mais ses adversaires sont plus costauds, ça les endort pas. Fait que là, quand il l'a lâché, l'animateur il est tombé à la renverse complètement sans connaissance. Puis il s'est coupé la tête en arrière, il saignait quand il s'est relevé, tout ça. Ben, c'est le genre de choses là, qu'en 2024, là, si on voyait ça arriver écoute, à Jimmy Kimmel ou à Jimmy Fallon, ça ferait plus que les manchettes. Là. Puis tu sais, à l'époque, ça les a fait, les manchettes aussi. Là, c'est juste que c'est quand même frappant de voir la différence. Ça pour dire qu'à WrestleMania, ils ont réussi leur pari de remplir un amphithéâtre de 93 000 personnes. Et puis à l'époque, c'était du jamais vu pour un événement sportif qui était boudé beaucoup par les journalistes sportifs parce qu'ils considéraient que c'était pas un vrai sport. Puis force était de constater par la réussite de cet événement-là que même s'ils n'avaient pas envie de couvrir ça, les journalistes sportifs purs et durs, ils se devaient de le faire rendu là. À cause ce genre des événements extraordinairement big. Puis là, on explique dans la vidéo de Hulk Hogan que Andre the Giant, on sait pas clair s'il allait donner la victoire à Hulk Hogan. Puis quand Hulk Hogan demandait à Vince McMahon est-ce qu'il va me donner la victoire, il dit ah, t'as pas, il va faire la bonne chose, il va faire la bonne chose. Puis, puis Hulk Hogan, lui, il en démarre pas, il en démarre pas. Il dit, moi, quand je suis arrivé dans ce combat-là, on n'avait rien pratiqué, là. On n'avait rien pratiqué. On se disait les moves qu'on allait faire dans l'oreille au moment où on allait les faire. Puis, on savait pas comment ça allait terminer. Il dit, moi, dans ma tête, c'était clair que McMahon m'a dit que je devais gagner le combat. Mais il dit, Andre the Giant, c'est Andre the Giant. Fait que, tu sais, s'il décide qu'il veut pas perdre, je suis pas grand-chose que je peux faire contre ça, tu sais. Fait que, à la fin du combat, Andre the Giant dit à Hulk Hogan, fais-moi un power slam. Puis Hulk Hogan, il dit, oh shit, pour vrai, parce qu'il sait qu'Andre the Giant a des problèmes de dos, puis pendant le combat, il essaie de se battre proche des câbles pour lui donner une chance de se relever, parce que s'il faisait tomber Andre the Giant en plein milieu du ring,
Puis d'après moi, le Giant serait pas capable de se relever juste avec ses genoux et ses bras, là, tu sais. Fait qu'il fallait qu'il reste proche des corps pour pouvoir s'aider d'eux, tu sais. Fait que là, la grande surprise dans Hogan qui dit, hey, il veut que je fasse le Power Slam. Là c'est très impressionnant de voir le Power Slam effectué par Hogan sur Andre the Giant, suivi de sa descente du pied. Puis après ça, il se couche par-dessus en disant, je ne sais pas si Andre the Giant va prendre le count to three. Puis il le prend. Puis la victoire est celle de Hulk Hogan. Puis là, c'est le grand succès de notre chronologie aujourd'hui. Puis WrestleMania, c'est un staple maintenant, comme vous le savez, du domaine de la lutte, l'événement des événements par excellence, WrestleMania. Donc, ça, c'était la première chose qui a capté mon attention dans le documentaire. Comme vous voyez, ça parle pas tant que ça de McMahon. Donc, tu sais, c'est ça qui est un peu étrange à travers tout ça. Le deuxième point, c'est le beef entre la WCW et la WWF. J'avais souvenir, moi, quand j'étais jeune, mais c'est peut-être vrai pour les années que j'ai regardé ça, tu sais. Quand j'étais jeune, on parle de début 90. J'étais pas vieux, là. Puis quand on regardait la lutte, mon frère et moi, euh, le produit de la WWF était considéré comme le meilleur produit, et la WCW était considérée comme un petit peu le knock-off. Tu sais. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Puis jusqu'à mon écoute hier d'un petit documentaire, la WCW, c'était un petit peu dans ma tête, dans ma tête, la version Wish de la WWF. Or, c'est pas le cas parce que, tout à fait, parce que la WCW a vraiment tout fait pour pouvoir mettre des bas contre les roues de la WWF. Et puis, ils ont réussi à leur faire vraiment mal. Ils ont réussi à leur faire vraiment mal en faisant plusieurs choses. Premièrement, ils ont réussi à convaincre des grosses vedettes de signer avec eux, dont Hulk Hogan. Hulk Hogan qui avait quitté la WWF pour aller faire des films à Hollywood, mais il aimait même pas ça parce qu'il passait sa journée dans le trailer, puis c'est pas ça qu'il aime faire. Puis à un moment donné, le gars de la WCW, il lui a dit, est-ce qu'on parle lutte un peu? Est-ce que j'aurais quelque chose à te suggérer? Puis là, Hulk Hogan, il dit, ben, OK, gars, je t'écoute, je vais t'écouter. Puis là, rendu là, la proposition était alléchante parce que on lui proposait aussi peu que 30 apparitions pendant l'année euh, dans une émission de la WCW, contrairement à peu près 300 par année dans la WWF. Parce on va le savoir, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il y a les événements enregistrés de la WWE jusqu'à aujourd'hui. Il y a les événements, mettons, Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, il y a les pay-per-view. Mais les autres jours de la semaine, la majorité des autres jours de la semaine, ils font des spectacles dans des amphithéâtres, mais qui ne sont pas enregistrés. Donc, au final, ils se battent énormément de fois pendant une année, ce qui fait en sorte que c'est très difficile sur le plan familial, sur le plan récupération, sur le plan blessure. Donc, si tu voulais te faire payer dans la WWF, fallait que tu te battes. Donc, si tu étais blessé et que tu te battais pas, tu n'étais pas payé. Alors que la WCW commençait à offrir des contrats garantis. Des contrats que si tu étais blessé, ben, on payait quand même un peu comme les joueurs des ligues professionnelles de sport en Amérique du Nord. Donc, très alléchant, là, pour beaucoup de personnes de vouloir y aller. Et puis, ils se sont dit, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on peut faire de différent avec la WCW? Parce que là, en ce moment, on est en diffusion le samedi après-midi à 5 heures Pacific Time. Ils disent, on ne pourra jamais rivaliser et compétitionner avec la WWF qui, eux, sont dans une équipe, dans une case horaire de prime time le lundi soir. Donc là, le gars du network, quand il a entendu ce commentaire-là fait par le owner de la WCW, il dit, bon, ben c'est beau, je te donne une crasse le lundi soir pour 2 heures. Le gars était comme, oh shit, you gotta be fucking kidding me. Puis là, il décide de dire, ben ok, là, parfait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il dit, bon, ben, le WWF, eux, ils ont des émissions préenregistrées. Et puis qu'après qu'ils diffusent à ce moment-là, il dit non, on va y aller live. Donc, ça a été les premiers à WCW à vraiment faire des événements diffusés live à la télévision. Ça a été un point tournant également euh, dans le monde de la lutte professionnelle.
Donc, donc, oui, donc, ça pour en venir que la WCW a été pendant presque 2 ans consécutifs avec des codes d'écoute qui battaient la WWF. Donc, on mentionne spécifiquement 83 semaines d'affilée qu'ils ont battu les codes d'écoute de la WWF. Et puis, ça jouait du coup pas à peu près entre les deux réseaux. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment cool à voir parce que j'avais pas réalisé ça, j'avais pas ce constat-là. Puis, on dit que, dans le fond, la WWF avait un style différent de la WCW. À cette époque-là, ils essayaient plus à la WWF d'avoir un produit familial, malgré que c'est de la bataille. Puis la WCW essayait de faire un truc un peu plus réaliste. Donc, moi, j'aime ça. Écoute, puis je suis vraiment content que de nos jours, la WWF ait un autre compétiteur en la AEW, même s'ils sont dans 2 ligues à part pour l'instant, parce que ça permet et ça force, dans le fond, le produit à s'améliorer constamment. Puis nous, on est gagnants en tant que fans puis enthousiastes de lutte. Donc, c'est ça qui m'a marqué également beaucoup dans le documentaire hier. On voyait Vince McMahon qui se plaignait beaucoup dans les vidéos pour dire comment que c'était dans la compétition déloyale, et tout ça. Mais bon, hein, euh, il a fait la même chose à d'autres promoteurs pas mal aussi. Donc, pour moi, c'est une bonne guerre. De toute façon, ils ont fini sur le top de la WWF, comme aussi l'histoire de la prendra. Euh, donc, parlant de trahison, on va parler de cette fois-ci de la trahison de McMahon envers Bret Hart. Bret Hart qui, a donné, il disait dans une vidéo, 15 ans de sa vie pour cette business-là, 300 jours par année. Puis, à Montréal, le fameux Montreal Screwjob, où, techniquement, Bret Hart devait gagner et conserver son titre. Mais McMahon avait d'autres plans. Il voulait absolument que Bret Hart perde sa ceinture. Je vais faire ça très vite, ce point-là, parce que c'est un point qui est très connu dans le monde de la lutte. Mais si vous voulez un petit peu rafraîchir votre mémoire avec moi, euh, McMahon a, à un certain moment donné, commencé à crier à l'arbitre, puis à la personne responsable de sonner la cloche, et à l'arbitre de compter jusqu'à 3. Et dis-moi, je m'en fous s'il fait son dégagement d'épaule, compte jusqu'à 3 pareil. Puis là, c'est comme grossier à quel point ça c'est évident qu'il y a une trahison parce que Bret Hart se dégage au compte de 1. Donc là, tu as l'arbitre qui frappe une fois par terre. Bret Hart se dégage immédiatement. Souvent, ils attendent à 2 et demi quasiment pour un petit peu jouer l'aspect théâtral puis un petit peu euh, thriller du combat. Mais non, au compte de 1, t'as Bret Hart qui lève son bras, son épaule, et qui reste dans une position où il y a seulement une épaule à terre pendant tout le reste du compte de l'arbitre. Donc, il n'y a aucun doute possible. C'est visuellement hyper obvious que Bret Hart n'a pas les épaules par terre du tout. Et là, l'arbitre, bon, ben, forcé par McMahon, parce que McMahon crie à travers sa tête, compte jusqu'à 3, mon tabarouette. Puis là, l'arbitre, il compte 1, 2, 3, puis là, la cloche sonne. Puis là, Bret Hart n'en revient pas. Il est comme, man, je me suis fait fourrer mes raides. Puis, bon, là, il va se lever sur le bord du ring, il va cracher dans la face à McMahon. Puis, il vise extrêmement bien parce que vraiment, il a craché direct en face. Quand il retourne en arrière, il est en calvaire. Il demande à Shawn Michaels, t'étais-tu au courant? Il dit non, j'étais pas au courant. C'était Mr. McMahon qui a fait la décision de lui-même. Puis là, Bret Hart est comme hors de lui. Puis McMahon, il décide d'aller le voir pour dire, je vais voir bien ça. S'il faut un peu sur moi, je vais le laisser faire. Donc, McMahon arrive dans le backstage et Bret Hart lui sac un nest point d'en face. Il knock out McMahon. Puis the rest is history. Puis quand je dis the rest is history, c'est justement
avant d'arriver dans le backstage, Bret Hart insulte McMahon depuis le ring et fait avec ses doigts en gros les lettres de WCW pour lui dire voici mon esti, tu viens de me perdre. Tu viens de me perdre ton compétiteur. Puis c'est ce qui se produit. Donc vraiment là, puis ce que je trouve rafraîchissant dans le personnellement, hormis les anecdotes de Hulk Hogan, c'est que c'est un des quelques lutteurs, très peu, dans le documentaire Bret Hart, que tu vois que jusqu'à ce jour, il est animé d'une rengaine envers McMahon, puis qu'il porte pas du tout dans ses bras de grâce. Puis, alors qu'il y a beaucoup d'autres lutteurs qu'on va entendre, pas tous, mais beaucoup d'autres, qui le backup, vraiment, le Hulk Hogan, d'après moi, il y a des choses à cacher lui-même, fait que il va backer McMahon sur toute la ligne, tu sais. Fait que là, c'est rafraîchissant de voir Bret Hart qui, dans le documentaire, euh, on sent, c'est palpable que sa haine envers McMahon est encore bien fraîche et vivante. Donc, rapidement, je conclue avec les trois derniers points, donc les stéroïdes. Donc, stéroïdes, il y a eu un grand scandale des stéroïdes. On en parle dans un des trois premiers épisodes de cette série sur Vince McMahon. Puis, grosso modo, les stéroïdes n'étaient pas illégaux aux États-Unis jusqu'à ce que Reagan le fasse devenir illégal. Puis, c'était une drogue que les lutteurs utilisaient, évidemment, parce que ça leur donnait des physiques extraordinaires, vraiment impressionnants. Euh, ça a été vraiment un point tournant dans la culture de la WWF à ce moment-là, parce que jusqu'à ce que les lutteurs utilisent des stéroïdes anabolisants, on pouvait avoir des lutteurs qui n'avaient pas nécessairement un physique aussi découpé que quand ça s'est produit. Euh, on peut avoir des d'avoir un gars qui est vraiment grand, vraiment gros, mais qui est pas crotte, là, tu sais. Fait que c'est vraiment plus sur l'ancien modèle de bûcheron, de travailleur là, dans une usine qui est devenu fort à force de travailler dans son domaine, puis qui va se battre par la suite. Et quand les stéroïdes anabolisants sont arrivés, on a commencé à avoir des physiques qui étaient vraiment typiques des années 90. Donc, boostés aux stéroïdes avec des corps ciselés, vraiment. Ce qui fait vraiment impressionnant. Puis, on nous donne la comparaison des Arnold Schwarzenegger puis des Sylvester Stallone de ce monde, qui étaient très populaires au grand écran à cette époque-là et qui, eux aussi, étaient de toute évidence sous les stéroïdes. Euh, donc, un exemple qu'il donne, c'est celui du Ultimate Warrior. C'en est un qui avait ce physique parfait d'homme bionique, si on veut, l'Ultimate Warrior. Puis, rendu là, le documentaire dit que non, McMahon, il forçait pas les lutteurs à prendre des stéroïdes anabolisants, mais que il allait pas leur dire de pas le faire, en gros. Tu sais. Fait que le scandale qui a eu lieu à l'époque, où McMahon était accusé de fournir des stéroïdes à ses athlètes puis de les encourager à les prendre, ben il en est sorti innocenté. Dans le fond, il a pas été déclaré coupable de ça. Il n'y avait pas assez de preuves pour le déclarer coupable. Donc mais en même temps, comme sa femme lui disait à l'époque, ça a quand même démontré que tes athlètes, ils étaient sur les stéroïdes anabolisants. Donc il a fallu qu'il y ait tranquillement un changement de culture à ce niveau-là. Je ne sais pas à quel point, parce que encore aujourd'hui, on a des athlètes qui sont anormalement beef. Je pense à John Cena. Ben, John Cena, il y en a qui disent que c'est un growth hormone qui, a, qui fait qu'il beef comme il est, mais tu sais, on va se le dire, il y en a des lutteurs aujourd'hui qui n'ont pas ce physique-là. Et même à l'époque, là, quand on passe des Mick Foley. Fait que Mick Foley, rapidement, puis je termine là-dessus, puis ça, c'est pas en lien avec le documentaire. Mais la semaine passée, on a appris il aurait signé un contrat avec la WWE récemment. Et puis
Qu'est-ce qui stipule le contrat? Je le sais pas, fait que je vais vous revenir avec ça. On pense que c'est parce qu'il veut prendre sa retraite, puis qu'il veut être intronisé, il va être intronisé au Temple de la Renommée, puis qu'il aimerait ça faire un dernier tour de piste, peut-être un dernier stunt. J'ai de la misère à croire qu'il va se battre en tant que tel parce que le gars est magané et vieux. Ça serait vraiment pas une bonne idée qu'il commence à se battre, même si ce serait pour un seul combat. Euh, et peut-être qu'il veut faire un dernier stunt. J'espère qu'il en ferait pas un qui est trop intense. Parce que ça pourrait lui coûter écrire la vie carrément. Là. Ça serait plate que ça termine comme ça. Et en terminant pour vrai, Joe Hendricks de la TNA qui consolide sa place de ma ligue favorite numéro 2 en ce moment, là, même par-dessus la AEW. TNA font vraiment du beau travail. Joe Hendricks a gagné son combat pour se qualifier pour Bound to Glory, être le challenger principal. Donc, je suis encore content de voir Joe Hendry continuer de gravir les échelons jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vais probablement dans le prochain épisode de mon podcast vous parler des épisodes 4, 5 et 6. Et je vous donne rendez-vous d'ici là. C'était Luchani Libre, half luchador, half getting there. On se dit à la prochaine pour un autre épisode.